Acteurs du monde de la culture et de la communication et membres du cabinet présidentiel ont pris part ce vendredi à la cérémonie de remise officielle du film documentaire Un homme, une vision, retraçant la vie et le parcours politique du président Laurent Gbagbo. De janvier 2008 à janvier 2009, la réalisatrice du film Anikele Etibou a recueilli les témoignages de compagnons de lutte, d'universitaires, d'hommes politiques et de personnalités de la société civile, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique qu'en Europe, pour faire ce film, produit par le président de la fondation Faeka Abderrahmane Ndiaye, et dit avoir voulu à travers cette œuvre cinématographique présenter le parcours exemplaire d'un digne fils d'Afrique, arrivé au pouvoir à force de persévérer, un modèle pour la jeunesse. J'ai eu à le rencontrer pour la première fois par les images, par la génie des images. J'étais de passage à Abidjan, c'était en 88. Et il était opposant et il se battait pour ses idéaux. Et en 2001, après son élection, j'ai eu la chance d'être envoyé auprès de lui par notre président de la République. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'homme, l'Africain. Parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas seulement le président de la Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, c'est tout simplement un digne fils de l'Afrique. Et si vous avez la chance d'aller en Afrique centrale, et ils chérissent encore le président Gbagbo mieux que nous-mêmes qui le connaissons déjà. Et il est tout ce que je ressens moi-même en tant qu'Africain, c'est qu'il défend. Et quand il réagit, dans certaines circonstances, je ne vais pas les énumérer ici, ils sont nombreux. Mais tout le monde sait que, et dans le film aussi vous le verrez, déjà en 90, il dit que toute personne dans son discours qui voudra bafouer l'honneur de la Côte d'Ivoire et des Africains, il le trouvera devant lui et il va défendre ses intérêts. Et il l'a fait avec fort belle manière. Donc c'est avec beaucoup de fierté que je fais ça, que je fais ce film. Je pense que ce film sera une contribution pour notre jeunesse aussi, pour savoir qu'on peut aller de rien et arriver jusqu'au sommet de l'État. Et puis on peut avoir les menus et affronter les armes les plus sophistiquées du monde. Un film sur sa vie et son parcours politique, le président Laurent Gbagbo a confié qu'il est difficile d'en parler étant donné qu'il s'agit de lui-même. Il a félicité le producteur du film et la réalisatrice avant de donner l'enseignement que l'on peut tirer du film Un homme, une vision. C'est un peu difficile de voir qu'on parle de vous. On fait un film sur vous. Je suis président, j'ai 65 ans et déjà des livres qui sortent alors que je vis encore, alors que je suis encore en fonction, il y a des films qui sortent et c'est vraiment émouvant pour moi. Le premier qui a fait un film, c'était Henri Duparc. Il y a une seule chose que ça m'enseigne, il faut faire son travail. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet, pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique.
On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a aussi donné le sens de son combat pour l'émancipation et la dignité des Africains qui ont aussi droit, selon lui, à vivre heureux dans leur pays, qui regorge des richesses inestimables. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Africain. Non, oh, il ne faut pas faire pitié.
il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie, Aboudraman. Je vous remercie, Ami Kélé. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le producteur d'Un homme, une vision, Abderrahmane Ndiaye, et la réalisatrice Anne Kélé Djibou ont remis au président de la République Laurent Gbagbo 1000 DVD de l'œuvre cinématographique qui, à chaque projection, fait salle comble. C'est dans la plus grande salle du cinéma Bambemba de Bamako que la projection du film Un homme, une vision s'est tenue le 14 septembre 2010 à 20h30 en présence de la réalisatrice Annie Kélé et l'équipe de African Queen Production. Très attentifs, les cinéphiles bamakois, hommes politiques, ambassadeurs, présidents d'institutions, membres de la société civile, invités de marques tels que Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur et ancien ministre malien de la Culture, ont suivi de bout en bout les belles images ainsi que les riches témoignages qui rythment les séquences du film Un homme, une vision d'une durée d'1h40. Ceux qui croient en une Afrique digne ont apprécié la trame qui aligne les tranches de vie de Gbagbo Laurent. Son enfance dans son village natal, sa vie d'opposant forcé à l'exil, son combat politique jusqu'au fauteuil présidentiel, son accession à la présidence de la République et sa gestion de la grave crise qui a frappé de plein fouet la Côte d'Ivoire en septembre 2002. Au sortir de la salle de projection, les Bamakois ont livré leurs sentiments. Ça m'a permis de me situer sur les données de Gbagbo. C'est un homme, c'est un tigre quoi. Le film là m'a beaucoup, vraiment, ça m'a travaillé. C'est un homme sans rancune. Auparavant, on avait une idée, comme beaucoup Maliens d'autres, on avait une idée arrêtée sur Laurent Gbagbo, sur l'homme. Mais avec ce film, on a compris beaucoup de choses. On a vu vraiment la détermination de l'homme. Sa détermination, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. C'est un bon africaniste, un grand patriote qui rend à l'Afrique sa fierté et sa dignité. Je pense que c'est ce message que nous devons comprendre, ne pas laisser aux autres décider à notre place. Je crois qu'il y a des problèmes qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire dont les gens n'ont pas les informations. Et je crois qu'après ce film-là, ce film permettra d'éveiller la conscience de tout le monde. Il faut souligner qu'Un homme, une vision sera disponible sur le marché ivoirien à partir du lundi 27 septembre 2010. Avant la projection de ce film, l'équipe de production a visité le locaux du Centre national du cinéma du Mali et rendu une visite de courtoisie à Mme Aminata Dramane Traoré, ancien ministre de la Culture. La grande première du film Un homme, une vision sur le parcours du président Laurent Gbagbo a eu lieu à Abidjan le 31 mai 2010. C'est dans la dynamique de la projection du film Un homme, une vision de la réalisatrice Annie Kélé au cinéma Bambemba de Bamako, projection qui a d'ailleurs eu un franc succès, que cette conférence a été organisée. Une conférence témoignage
sur le combat politique de Laurent Gbagbo prononcé par Ibrahim Boubacar Keïta, connu sous le pseudonyme de Ibeka. Président du Rassemblement pour le Mali, il fut Premier ministre et président de l'Assemblée nationale du Mali. Dans son exposé, Ibrahim Boubacar Keïta a comparé Laurent Gbagbo à Soundiata Keïta, l'empereur du Mali. Puis, d'ajouter que Laurent Gbagbo est un génie politique qui, aujourd'hui, fait la fierté non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi des Africains dignes de cette appellation. Très tôt, il a compris que l'essentiel, ce n'était pas des combats d'ailleurs, ni des valeurs d'ailleurs qu'il fallait s'approprier pour être ou pour paraître. Ça n'a jamais été son souci. Comment faire pour que l'Afrique, singulièrement la Côte d'Ivoire, parvienne à un statut de dignité qui les fasse respecter dans le concert des nations comme les nations d'hommes libres, dignes et debout. Qui n'a pas compris ça ne comprendra jamais Laurent Gbagbo. Dès le départ, c'est cela. La dignité de l'Afrique, de l'homme africain, la souveraineté de nos pays, pas de souveraineté factice de façade, mais une souveraineté réelle, qui fasse que nous décidons pour nous ce qui est bien, ce qui n'est pas bon pour nos pays. Notons que l'étape de Bamako marque le top départ de la tournée internationale du film Un homme, une vision en Afrique et en Europe. Aujourd'hui, vous sortez un film qui porte sur Laurent Gbagbo. Vous êtes la réalisatrice d'un film sur Laurent Gbagbo, Un homme, une vision. Tout à fait, Un homme, une vision sur le parcours de l'homme politique Laurent Gbagbo, pas sur le président, mais sur le parcours d'un homme. Donc c'est un film qui part depuis ses années collège jusqu'à maintenant, donc évidemment qui inclut quand il est devenu président, mais c'est vraiment un parcours. Vous disiez que ce n'est pas sur le président, mais il se trouve qu'il est président et qu'on est en pleine période de campagne électorale. Voilà. Pourquoi sortir le film maintenant et pas avant? Le film, on ne l'a pas fait pour la campagne. Il n'est pas à un but électoraliste. À la base, c'est un film qui retrace le parcours d'un homme que, a priori, rien ne prédestinait à ces fonctions-là, à occuper ces fonctions de par sa naissance, de par l'environnement, la configuration même. Quand on se souvient que la Côte d'Ivoire était pendant plus de 40 ans sous le régime du parti unique, il n'était pas possible qu'un homme comme ça devienne chef d'État. Mais ce qu'on a voulu retracer ici, c'est la détermination, c'est le rêve que fait un enfant. Ce rêve est nourri par la combativité d'un père, c'est-à-dire lui son père, et puis donc qui se bat et qui se forge un destin et qui arrive au sommet de l'État. Je trouvais que là il y avait matière à montrer pour les jeunes générations, il y avait matière à voir, à enseigner. Donc c'est un film qui doit être perçu comme un document historique. Et pédagogique donc. Et pédagogique donc, qui n'est pas un film pour faire la campagne de Laurent Gbagbo. Nulle part dans le film on nous dit c'est le meilleur des candidats. Non, parce que quand on a commencé le film, il n'y avait pas de date d'élection. Et comment justement est né ce projet-là? Comment vous vient l'idée de faire un film sur Laurent Gbagbo? Mais d'abord, le personnage Laurent Gbagbo, le personnage m'intéressait en tant qu'observateur, citoyen de ma société, de ma communauté. Ça m'intéressait, la façon dont il a mené sa vie, la façon dont il mène sa vie. Et puis, mais j'étais très loin du milieu politique. Et c'est en 2002, quand il était déjà chef de l'État depuis 2000, depuis 2 ans donc, quand on lui fait cette guerre. Oui. Donc c'est d'abord un sentiment d'injustice. Quand le pays est divisé en deux. Voilà.
c'est un sentiment d'injustice qui me pousse, moi, mais comme plein de millions d'Ivoiriens, à dire non, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir lutté pendant plus de 30 ans, arriver au pouvoir et qu'on te fasse ça. Donc, c'est d'abord ça. Donc là, à partir de là, j'ai creusé, j'ai voulu savoir pourquoi. Qui était vraiment ce personnage, puisque j'étais loin de la politique, donc je ne connaissais pas l'aspect, la facette politique de l'homme. Donc j'ai creusé et ça m'a intéressé. Mais je n'avais évidemment pas les moyens de Naturellement, réaliser. c'est à cela que j'allais en venir. Entre le projet de film et sa concrétisation, sa sortie en salle, comme c'est le cas maintenant, il y a un gap qui est financier d'abord. Tout à fait. Et ça, c'est la rencontre d'un homme. C'est-à-dire que les gens qui croient disent toujours que Dieu entend toujours nos prières. J'avais envie de ça. Et peut-être que Dieu a mis sur mon chemin quelqu'un, un monsieur, un Africain, qui n'est même pas un Ivoirien, qui vient de la Mauritanie, qui vit au Sénégal, et qui lui aussi avait connu Laurent Gbagbo de loin. Depuis 1988, il m'a dit, depuis qu'il était rentré d'exil, qu'il intriguait, qu'il voulait voir c'était qui ce personnage, et qui a suivi, est-ce qu'il allait finalement se laisser avoir, rentrer dans le gouvernement, rentrer dans le moule, comme beaucoup de gens en Afrique. Et puis non, et qu'il a retrouvé en 2000 chef d'État. Donc là aussi, ça lui a fait un déclic et il avait envie de raconter ce parcours-là. Donc nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard, mais est-ce que le hasard existe vraiment? Sur ce projet, il m'a fait confiance et il a décidé de m'en confier la réalisation. Voilà. Très bien. Et maintenant, parlons de vous. Vous avez un très joli prénom que très peu connaissent probablement, puisqu'on a retenu surtout les noms, c'est Brigitte. Oui. Je m'appelle à l'état civil Annie, de mon nom de famille. Tchélé, c'est mon prénom africain. Brigitte, c'est mon prénom chrétien. Brigitte, parce que mon père était un grand admirateur de Brigitte Bardot. Donc, quand je suis née, il m'a nommé, il a décidé de m'appeler Brigitte. Et puis plus tard, Henri Duparc, qui était mon autre père, a décidé que, comme actrice de cinéma, ça faisait trop long. Annie Tchélé, Brigitte, donc on a zappé Brigitte et on a gardé Annie Tchélé. Plus tard, quand je me suis mariée, donc Etibou est arrivé, donc je suis Annie Tchélé, épouse Etibou. Très bien. Et maintenant, est-ce que c'est cela qui vous a déterminé à faire du cinéma? Vous avez commencé comme comédienne, puis comme actrice. Oui. Est-ce que c'est ce prénom qui vous a prédestiné en quelque sorte? Je ne sais pas. Peut-être que les prénoms ont... Des gens disent que... Oui, il y a des gens qui disent que les prénoms ont une influence sur les enfants, sur leur avenir, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au départ, je n'ai jamais rêvé d'être actrice. Ce n'était pas mon rêve. Hein. Moi, je voulais être danseuse, chorégraphe. Et donc, j'ai étudié pour ça. Je suis à la base danseuse et chorégraphe. Et donc, j'ai étudié à l'Institut national des arts d'Abidjan pour ça. En 1983 Et ensuite, en 1985, je suis allée à Londres, à la Margaret Morris Movement Dance School, pour passer mon diplôme de chorégraphe. Et donc, c'est pendant que j'étais à l'école ici à Abidjan qu'on nous a fait appel. Des gens sont venus dans notre école, ils ont dit qu'ils avaient besoin de jeunes filles pour un film. Et puis bon, on a fait un casting. Et j'ai été retenue pour le film de Nyambala. Et au moment de tourner, ma mère a dit, ah non, on attend si c'est les vacances scolaires. Parce qu'il n'est pas question de laisser les études pour aller faire du cinéma. Donc au départ, c'est pas une envie de me montrer ou d'être actrice. Non, j'ai jamais... Et puis vous avez votre film aussi, un film qui a été primé au FESPACO, Sida dans la Cité. Tout à fait. Alors quand j'ai décidé de ne plus jouer comme actrice, en tout cas de mettre une petite pause dans ma carrière d'actrice, donc, c'est parce qu'il y a je suis intéressée par des cas sociaux, par des problèmes sociaux. Et le sida est un problème qui me préoccupait, moi. Et donc, j'ai décidé, avec une ONG américaine qui m'avait fait appel, j'ai apporté ce projet-là qu'ils ont accepté de financer. C'est devenu Sida dans la Cité 1. On l'a présenté au FESPACO, il a été primé. Et suite à ça, l'Union européenne s'y est intéressée et on a fait la deuxième partie. Et voilà, c'est comme ça que Sida dans la Cité est venu. D'accord. Vous dites quelque part que c'est le Burkina et notamment le FESPACO qui vous ont fait. Tout à fait. Cinématographiquement, tout à fait. C'est le Burkina Faso qui m'a fait complètement. Je suis allée à mon premier FESPACO en 1987. Et là, j'ai rencontré deux monuments. Il s'agissait de Djibril Diop Mambéty,
et Sambène Ousmane. Sambène Ousmane a dit, paix à son âme, ça c'est l'avenir du cinéma. Qu'est-ce qu'elle est radieuse. Mais moi j'arrivais là pour découvrir, le cinéma c'est pas... Et puis c'est pendant ce FESPACO-là que Henri Duparc aussi m'a proposé le rôle de Balboussière. Donc le FESPACO et le Burkina Faso sont toujours... occupent toujours une place spéciale dans mon cœur. Le Burkina Faso et les Burkinabés, c'est ma famille, c'est des gens qui m'ont fait. Voilà, sans eux, je n'aurais pas fait le cinéma, c'est clair. Et aujourd'hui, vous êtes directrice d'un festival international du court-métrage à Abidjan. Oui. Est-ce que c'est une façon de renvoyer l'ascenseur à la jeune génération, à la génération qui vient après vous? Tout à fait, mais en plus, je peux dire que le FICA, ce festival, à sa naissance, a reçu l'onction du FESPACO. On est allé le présenter au FESPACO à Ouaga et ils ont dit oui, nous on est d'accord, donc vous faites les années paires, nous on fait les années impaires. Donc toujours je reviens au Burkina Faso, mais c'est une façon, ce festival de court-métrage, effectivement de permettre aux jeunes qui ont envie de faire ce métier merveilleux de cinéma, d'y croire, de montrer leurs œuvres, de confronter leur création à celle d'autres horizons et puis d'y aller. La prochaine édition, c'est quand? La prochaine édition, maintenant, ça va être en 2011 parce que le FICA devient annuel, une édition nationale qui va consister en une caravane qui va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et puis l'édition internationale, c'est toujours les années paires, donc en 2012. Et quels sont les prochains projets puisque vous n'arrêtez pas avec les projets? Eh bien, les prochains projets, écoutez, nous préparons un long métrage qui est inspiré, un long métrage de fiction qui est inspiré de la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je crois que ça c'est notre prochain projet, mais on a beaucoup de projets et puis tant qu'on vit, on doit travailler. Absolument. De quoi est-ce que vous seriez le plus fier? Mais ce dont je suis fière, moi, c'est d'être une Africaine d'aujourd'hui qui vit sur son continent et qui fait des choses sur son continent. Et puis, je suis fière de travailler, de faire de ma passion, qui est le cinéma, d'en faire mon métier. Ça, je veux dire, on peut ne pas gagner de l'argent, c'est pas grave. Mais je suis une passionnée du cinéma et de pouvoir travailler dans l'image, dans la communication, je trouve ça absolument merveilleux. Et ça me réjouit fort et j'en suis fière. S'il fallait maintenant se mettre dans la perspective, puisque vous faites une émission sur la paix, oui, de ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui sont tenues à Abidjan, oui, tout le monde demande que la balle revienne au pays et la condition, vous l'avez entendu de la bouche du président de la Banque, c'est qu'il faut que la paix revienne. Oui. Vous vous sentez actrice de la paix, mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce processus-là? Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne. Et je crois qu'on va y arriver. On ne peut pas faire autrement que d'arriver à la paix. En tout cas, d'organiser des élections crédibles et que le prochain président qui en sortira, que tout le monde soit d'accord. Et parce que nous aussi, les Africains, il faut qu'on apprenne à se soumettre, à dire oui, là j'ai perdu, là j'ai gagné. Il faut qu'on apprenne à mettre en valeur nos propres institutions. Voilà, donc je pense que les élections vont avoir lieu, je ne sais pas quand, mais elles vont avoir lieu parce ça ne peut pas être autrement. Et puis je crois en la paix, parce que les Ivoiriens veulent la paix et les amis de la Côte d'Ivoire veulent la paix. Donc j'y crois. Et certains disaient même que la Côte d'Ivoire, qui était la locomotive de la croissance en Afrique de l'Ouest, quand ça allait mal chez elle, quand ça va mal chez elle, ça va mal forcément chez les voisins également. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que même, oui, elle est la locomotive de la sous-région, parce que même on s'est rendu compte que même dans la guerre, même pendant les années de crise, la Côte d'Ivoire est restée la locomotive. Mais c'est bien, c'est ça, c'est Dieu qui permet ça. Mais quand Dieu vous met au-dessus, c'est pour pouvoir tirer les autres. Et ça, c'est la mission de la Côte d'Ivoire aussi. C'est pas de vivre sur elle seule et pour elle seule. C'est de tirer les autres vers le haut et que tout le monde s'en sorte. Et pour qui vous voteriez aujourd'hui si les élections se tenaient? Pour qui je voterais? Pour un candidat qui aurait le souci des Ivoiriens, qui aurait le souci aussi de la culture. D'habitude, la culture est toujours au dernier plan. Moi, je voterais pour un candidat qui donnerait la pleine place à la culture, au cinéma notamment, mais qui aurait vraiment le souci de sa population, voilà, qui
qui se soucierait de comment les gens vivent, quels sont leurs besoins, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut pour que les richesses soient bien distribuées à tout le monde. Moi, oui, un candidat comme ça m'intéresserait, mais pour le moment, je ne sais pas pour qui je voterai. Et au-delà de l'aspect culturel, dans votre émission, vous donnez la parole à plusieurs Ivoiriens, aux Ivoiriens de tous les bords oui. et de tous les quatre coins du pays. Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent faire entendre aux hommes politiques? Ce qu'ils ont envie de faire entendre, c'est qu'ils ont soif de paix, qu'ils en ont marre de cette situation de ni paix ni guerre. On avance, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on stagne sur place. Les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens veulent que les politiciens prennent leurs responsabilités vis-à-vis des populations et qu'on nous sorte des discours. Parce que entre, oui, on veut aller aux élections et la réalité, il y a un gap. Donc les Ivoiriens veulent que les politiciens leur tiennent le langage de la vérité et que les politiciens aillent directement, résolument à des élections pour que chacun s'en sorte et qu'on sache qui est qui fait quoi, et que la population sache où elle va et qu'elle sorte enfin de l'incertitude. C'est ça que les Ivoiriens veulent aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.